Culture Switch. Bonjour, c'est Sonia. Je suis ravie de vous retrouver pour la saison 2 de Culture Switch, le podcast qui met en avant les talents de la nouvelle pop culture. Ils sont entrepreneurs, créatifs, artistes. Ils viennent raconter leur parcours, parler de leurs valeurs et de comment ils font évoluer positivement notre pop culture. On démarre donc le premier épisode de cette nouvelle saison avec Thierry Massé. Thierry est vice-président international au sein du groupe Coty. Coty est un groupe mondial qui fait partie des leaders dans les cosmétiques. Il possède de très belles marques comme les parfums Boss, Gucci, les marques Bourjois, Rimmel, Kylie Jenner, etc. Il pèse dans le game. Thierry fait partie des rares profils issus de la diversité qui évoluent dans le milieu du parfum. Il m'a raconté son parcours atypique, lui qui a grandi dans sa petite île de la Martinique jusqu'à son arrivée en métropole. Il a réussi à se frayer un chemin au sein de grands groupes comme L'Oréal, où nous sommes connus, ou encore chez Coty. Il m'a expliqué à quel point la culture hip-hop a influencé sa vision, son travail, et comment il a notamment travaillé avec Lady Gaga sur le lancement de son parfum. Bonne écoute! Hello Thierry, comment vas-tu ? Écoute, ça va super. Je suis désolé pour le retard. Il n'y a pas de problème. C'est cool qu'on se voit aujourd'hui. Ben oui, je suis extrêmement ravie de te recevoir dans Culture Switch, notamment parce que c'est toi qui ouvres la saison 2. Super. Ça rigole pas. Donc, écoute, l'idée, c'est que tu commences par te présenter. Alors, je m'appelle Thierry Massé, je suis vice-président marketing dans l'univers de la beauté, plus particulièrement des parfums. Donc, je travaille chez un groupe qui s'appelle Coty, qui est un des leaders mondiaux de l'industrie, et je gère un portefeuille de marques, donc sur toute la partie, on va dire, marketing, communication, digital, ce genre de choses. Voilà. Wow. Et produits, bien sûr, parce qu'on fait des parfums. Voilà. Ok, excellent. Écoute, l'idée c'est que tu nous parles d'abord donc de ton parcours. Je crois que toi tu es originaire de la Martinique. C'est ça. Donc comment tu en es arrivé de la Martinique à être aujourd'hui en métropole, comme on dit, sur un poste aussi fat que le poste que tu occupes aujourd'hui chez Coty? Alors, je vais essayer de la faire courte. Non, prends le temps de nous expliquer parce que tu es quand même... Enfin, voilà, tu as un profil assez atypique dans cet univers et je pense que ça va vraiment intéresser les auditeurs. Ok, alors je dirais que tout a commencé donc en Martinique, à Sainte-Marie, qui est une commune du Nord-Atlantique. Donc, j'ai grandi dans son univers plutôt campagne, donc... entre ma grand-mère au Morne-des-Esses, ma grand-mère à Saint-Jacques et la famille. Donc, c'était très calme. Mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui nous ont beaucoup fait voyager. Donc, en fait, très tôt, j'ai intégré qu'il y avait d'autres lifestyles, d'autres modes de vie que les Antilles. Mm-hmm. Et je dirais qu'il y a vraiment eu trois grands facteurs, en fait, qui m'ont poussé à aller vers cet univers de la beauté et du luxe, dont un était la musique. Donc je vais commencer par ça. Oui. En fait, mon frère était déjà un gros fan de hip-hop et donc moi j'écoutais ça vraiment de loin parce que je trouvais ça un peu agressif. Il écoutait Wu-Tang Clan, enfin c'était... D'accord. Voilà. Et puis en fait un jour on est partis tous en famille en vacances à New York et j'ai entendu via mon frère quelque part Mary J. Blige, donc avec le remix... qu'elle avait fait avec Method Man, You All I Need to Get By. Mm-hmm. Et en fait, déjà la voix, l'idée d'une voix chantée sur un beat, on va dire hip-hop un peu dur. Le clip, enfin, je me suis pris une claque visuelle et je me suis dit, tiens, ça ressemble un peu plus à une esthétique ou un mode de vie qui me parlait ou qui me stimulait par rapport à ce que je voyais aux Antilles. On est plutôt dans une ambiance
plage, zouk, famille, Dancehall. dancehall. Voilà. Moi, je me sentais un peu plus attiré par cet univers, on va dire, un peu plus flamboyant. Donc ça, c'était le premier indicateur. Ensuite, il y a eu deux autres. Donc le deuxième, en fait, c'était la pub Le Mal de Jean-Paul Gaultier, qui était en fait une espèce de provocation, de détournement. On avait cette femme qui renversait ce garçon pour l'embrasser pour une pub pour homme, le flacon en forme de corps. Oui. Enfin, tout ça, c'était des choses aussi très provocantes qui m'interpellaient. Et le troisième facteur, en fait, c'est un print que j'avais vu donc, en billboard aux Antilles, qui était en fait la pub d'Opium avec Sophie Dahl, donc, qui était une femme rousse assez pulpeuse, nue. C'était une photo qui avait été faite par Tom Ford. Et voilà, quand j'ai vu ces trois éléments qui alliaient à la fois flamboyance, sophistication, détournement, je me suis dit que je ne voulais peut-être pas être prof comme mes parents, mais que l'avenir était plutôt dans cet univers, on va dire, plus esthétique, plus fantaisiste. Plus marketing, plus pub. Voilà. Okay. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas forcément, en tout cas aux Antilles, et je pense à l'époque aussi globalement, on n'avait pas forcément les directions, les clés pour se dire, par rapport à ces études, comment y arriver. Oui. Donc moi, je m'étais dit naïvement que qui disait parfum et cosmétique disait formulation. Donc j'ai commencé à faire des études scientifiques. Et puis, c'était clair que je voulais partir en métropole, parce que j'avais l'impression que ça me rapprochait un peu plus de mon rêve. Donc je suis parti à 17 ans. J'ai fait un doc de physique-chimie. Ah oui. Et du coup, j'ai vite compris aussi que c'était quand même très loin de la photo d'Opium. Ouais. C'était très loin de la pub Le Mal et encore plus loin de Mary J. Blige. Donc, je me suis un peu renseigné. J'ai découvert l'univers des écoles de commerce. On parlait de communication, de marketing. Donc, j'ai bifurqué. Et en fait, de là, en fait, je suis arrivé à un moment où je devais faire un stage de fin d'études. Et j'avais en fait commencé un stage que je n'aimais pas. T'as fait quelle école ? J'ai fait une école qui s'appelle l'ESC Tours, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Ah, okay. Elle a disparu dans le méandre des écoles de commerce. Des écoles de commerce, des fusions mal pensées et autres. Et en fait, j'avais commencé un stage qui ne me plaisait pas. Et je me rappelle, j'avais dit à ma mère, ça ne va pas du tout ce stage. I need to quit, I have to go. Et ma mère me disait, mais non, reste, fais confiance, c'est un bon poste. Bon, c'était une grosse boîte. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, je m'ennuyais, tout simplement. C'est-à-dire que le contenu était pauvre. Voilà, il n'y avait pas grand-chose à faire, en tout cas par rapport à ce que j'attendais. Et puis un jour, surtout, ils ont eu l'audace de me demander si je pouvais remplacer la nana de l'accueil. Ah, ok. Et en fait, je leur ai gentiment expliqué que ce n'était pas pour ça que j'étais venu faire un stage. Donc... voilà, je pense qu'ils avaient dû aussi me trouver peut-être un peu trop diva, mais at some point, c'était pas le brief du stage, donc j'étais pas là pour faire l'accueil quand madame n'était pas là. No shade. Donc du coup, j'ai dit à ma mère que j'allais chercher autre chose, et en fait, le destin a fait qu'en fait, j'ai postulé chez Shiseido, qui détenait la marque Jean-Paul Gaultier à l'époque. Mm-hmm. Et le hasard a bien fait les choses. Il y avait un stage disponible et donc c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière sur la marque Jean-Paul Gaultier. Donc c'était un peu la consécration. Hein, oui, parce que c'est la marque qui t'a fait rêver, qui t'a ramené là. Exactement, c'était une des trois marques qui m'avait fait rêver. Donc voilà, ça a été un peu consécration qui s'est terminée peut-être avec un stage dans une période de crise. C'était la fin des années entre 2007 par là. Donc c'était un peu la crise. Donc pour rester dans ce secteur qui reste un secteur quand même assez complexe pour y rentrer, je pense que tu sais de quoi on parle. Tout à fait. Parce qu'on a oublié de dire qu'on était d'anciens collègues, on en parlera après. C'est ça, donc du coup j'ai eu l'idée de continuer mes études. On aime beaucoup faire des études. Hein, donc, j'ai eu l'idée de continuer mes études, donc j'ai fait un DESS dans une école spécialisée dans la parfumerie. Donc ça, c'était vraiment je pense que c'était la meilleure année, peut-être avec mon IMBA que j'ai fait récemment, de mes études, parce qu'on était dans un petit château à Versailles et on apprenait l'histoire de la parfumerie, comment on parle à un parfumeur, comment on classifie des odeurs. Donc c'était vraiment, pour moi, qui rêvais un peu de ce secteur, une espèce de basic pour vraiment pouvoir être créatif dans cet univers. L'ICIPCA, c'est un peu l'école que font tous les nés pour
pour être nés plus tard. C'est un peu leur maternelle. Donc ça m'a vraiment donné de bonnes bases à ce niveau-là. Et en fait, ensuite, de fil en aiguille, mon stage, qui était un apprentissage quand j'étais à l'ICIPCA, s'est transformé en CDD, puis s'est Donc, transformé... Shiseido. Ouais. OK. Ça a été une longue journey. Stage, apprentissage, CDD, CDI. OK. Donc voilà, donc j'ai commencé ma carrière ensuite. J'ai eu l'opportunité de travailler aussi à l'étranger. Je pense que ça m'a beaucoup apporté. OK. Où ça? Alors après, chez Shiseido, je suis parti en Espagne, où j'ai travaillé pour le groupe Puig. Oui. Puig, peut-être qu'il faut qu'on explique, parce que nous, on est dans notre truc, là. Ouais, c'est vrai. Donc, Puig qui gère les marques. Alors, Puig gère pas mal de marques, donc Carolina Herrera, Paco Rabanne, Nina Ricci, Voilà. Dries Van Noten maintenant, Penhaligon's, Charlotte Tilbury, Byredo maintenant. Oui. Et à l'époque, j'étais sur Carolina Herrera, qui était la marque principale du groupe, mais qui s'était fait un peu détrôner par Paco Rabanne, puisqu'il y avait eu la révolution One Million. Oui. Donc j'avais rejoint la marque à un moment où il fallait justement revitaliser tout ça, réinventer tout ça. Donc ça m'a vraiment appris à construire une histoire sur différents touchpoints, le produit, la pub, le merchandising, comment on raconte une histoire commune. Donc c'était une expérience ultra intense. Puis avec le plaisir d'être à Barcelone, Oui. au soleil, la plage. Ça change, hein, donc c'est c'était clair. très cool. Ça me rappelait un peu la Martinique, Tout à quelque fait. part. Et puis de là, j'ai eu encore alors, je ne sais pas si c'est un coup du destin, mais une super opportunité qui était de travailler sur le lancement de Lady Gaga. Waouh. Alors ça, il faut que tu nous expliques. Donc ça, c'était très singulier, vraiment. Alors je ne vais pas dire que je crois au destin, mais c'était quand même assez singulier. En fait, on m'avait appelé pour un poste chez Coty, puisque le poste était chez Coty. Donc j'avais rendez-vous un mercredi à 15h pour un entretien téléphonique, vu que j'étais en Espagne. Et au même moment, donc à l'heure dite, j'ai un appel. Donc je pensais que c'était pour le poste. Et en fait, c'était la même entreprise, mais pas pour le fameux poste en question. Ah, et donc d'accord. Pascal qui m'a appelé pour le poste, me dit « Je vous appelle pour un projet très confidentiel ». Et là, je me suis dit « C'est forcément Lady Gaga », parce que j'avais lu ça dans les magazines, qu'elle venait D'accord. de signer avec Coty, etc. Donc là, j'ai tout donné. L'autre était en train de m'appeler, j'ai tout donné pendant l'entretien. Parce que vraiment, pour moi, ça résumait pas mal de choses. Il y avait le côté flamboyant, provoquant, aussi l'opportunité de créer quelque chose from scratch, parce que pour le coup, on savait juste qu'elle voulait faire un parfum, mais quoi, Oui. comment, où, quelle forme, avec qui, quelle histoire, il fallait tout créer. Donc j'ai eu cette opportunité qui a duré 2 ans, très très rock'n'roll. Il fallait la suivre un peu en fonction de ses humours, de ses sautes d'humeur, de ses envies, de sa vision. Beaucoup de voyages aussi, parce qu'il fallait un peu la suivre en fonction de ses concerts. L'opportunité de travailler avec son pool d'artistes, donc Steven Klein pour la pub, donc c'est un grand réalisateur. Nick Knight pour le flacon, sachant qu'il n'avait jamais fait de packaging, c'est un photographe, donc il fallait un peu gérer tout ça. Et puis son équipe digitale pour toute la partie lancement, puisqu'elle était à l'époque la reine de Facebook. Maintenant, ça semble anecdotique, voire ringard, puisqu'on est en ère TikTok, mais à l'époque, she was the one. Et en fait, il fallait un peu lancer le parfum là où elle était très puissante. Donc pour nous, c'était super important déjà d'être très digital. Donc ça a été une super expérience. Mais je pense que ici sur le marché français, les marques de célébrités comme ça, c'est pas quelque chose auquel les gens sont tant habitués. Donc, si tu peux expliquer, un peu plus dans quelle direction déjà le groupe voulait aller, en quoi c'était différent d'un lancement, je dirais basique, si je peux dire ça comme ça. Ce serait intéressant. Alors en fait, c'est vrai que c'est un vrai point ce que tu mentionnes, c'est que historiquement, la France est plutôt sur des marques, on va dire, très sélectives. Oui. Et le business parfum de célébrité qui est vu dans certains marchés comme une forme de luxe d'entrée, c'est plutôt US en grande partie, Espagne, Amérique latine, Europe de l'Est, et un petit peu peut-être l'Asie. D'accord. Et en fait... dans ces marchés-là, une célébrité qui a un univers, on va dire, créatif, intéressant, peut proposer
un univers parfum. Maintenant, finalement, les célébrités, elles proposent beaucoup de make-up. Ouais, mais exactement. à l'époque, c'était le parfum. Voilà. Donc, le gros blockbuster dans cette catégorie, en tout cas la grande référence, c'était Jennifer Lopez avec Oui. Glow. C'est un parfum qui a fait à peu près 120 millions de dollars. Donc, c'est quand même, pour l'époque et pour le positionnement prix très accessible, c'était quand même big. Mhm. Et donc, c'était fait par Coty. Et donc, l'opportunité de signer Gaga, qui était un peu l'artiste du moment, Oui. c'était une méga opportunité. Effectivement, il fallait penser tout ce que je t'ai raconté, donc l'univers, le produit, le 360, le digital, pour les États-Unis en grosse partie, puisqu'on D'accord. était en exclu avec Macy's. Ok. Ah oui, Pour le UK, on était en exclu avec Harrods. ok. Et en Ce sont Europe... des grosses chaînes qu'on explique. Voilà. Ah Pour oui, les gens ok. qui sont- Ok. Les gens qui sont Alors, c'est sur la France. on va dire pour faire le parallèle, c'est un peu des Galeries Lafayette printemps. Alors, peut-être Voilà. Macy's un peu moins glam que les Galeries Lafayette, Oh. mais Harrods, pour le coup, c'est un peu Galeries Lafayette printemps, donc plutôt Mhm. grand magasin. Oui, Et en Europe, donc hors du UK, on était en exclu avec Sephora. Donc, il y avait d'accord. toute une approche un peu aussi stratégique de développer un mix, mais aussi de proposer à ces différentes enseignes des choses spécifiques, sachant que tout le monde voulait que Gaga vienne à un événement, qu'elle rencontre les fans, qu'elle présente le produit, etc. Donc, D'accord. très, très intéressant créativement, stratégiquement. Il y avait une vraie innovation aussi, puisque le jus était opaque noir, Ah oui, qui était assez singulier. oui. Donc voilà, c'était une très, très belle expérience. Et en fait, je pense que c'était une expérience qui était assez disruptive, très digitale pour l'époque. Donc, je me suis fait appelé par le groupe L'Oréal. Mhm. Donc, c'était pas au début un choix très évident parce que j'aimais beaucoup ce que je faisais. Et puis, voilà, dans l'industrie, L'Oréal, ça a quand même une image assez exigeante, pointilleuse. Donc, voilà, ça fait un peu peur. Hein. Je pense qu'on entend beaucoup de choses et d'autres choses sur ce groupe. Donc, c'était Oui. pas un choix au début qui était si évident. Et puis de fil en aiguille, en rencontrant différentes personnes là-bas, en voyant un peu les parcours, les profils, je me suis dit pourquoi pas. Et le pourquoi pas s'est transformé en oui, quand en fait on m'a proposé de travailler sur Yves Saint Laurent, Ouais, qui était une des 3 inspirations aussi qui m'a donné envie de bosser dans ce secteur. d'accord. Donc pour moi, c'était un Pourquoi peu... c'était cette photo de Sophie Dahl, d'Opium, Oui. voilà, la quintessence en fait de l'élégance, de la sophistication et de l'avant-garde. Et moi, ces trois points sont des choses qui me parlent beaucoup. Mhm. Je pense qu'on peut être élégant tout en étant disruptif ou tout en étant un peu visionnaire. L'élégance, c'est pas juste le classicisme, et Ouais, quelque tout à part, fait. Saint-Laurent, ça symbolisait tout ça. Donc, j'ai passé 3 belles années là-bas. Lancer des très gros blockbusters, hein, parce que c'est... Tu peux les citer Alors, j'ai travaillé sur la franchise L'Homme, que tout le monde Oui. connaît. Opium, donc ça, Oui. c'était top, puisque Voilà. c'était un peu la Encore un rêve connexion. qui se réalise. Manifesto, Mhm. Yves Saint Laurent également. Et puis, c'était l'époque où la marque voulait aller aux États-Unis, puisqu'on était très fort en Europe. Il fallait un peu développer la marque aux US. Donc, c'était un travail aussi plus rapproché sur comment on déploie la marque en grand magasin, l'offre produit qu'il faut pour cela. Et puis de très beaux shootings parce qu'il y avait beaucoup de budget, tout simplement. Oui. Donc tout de suite, ça le fait. Et après, au sein du groupe, on m'a proposé de faire... J'essaie de la faire courte, mais j'ai l'impression que beaucoup parler. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de... ton parcours, c'est normal. J'ai eu beaucoup d'épisodes. Donc, toujours chez L'Oréal, en fait, on m'a proposé de passer chez Body Shop. Donc là, pour le coup, c'était un peu un stretch. Autant où donc Body Shop était chez L'Oréal, puisque maintenant, Ouais. c'est sorti du groupe. C'est sorti du groupe. C'était un peu un stretch sur l'époque, puisque moi, j'étais plutôt Luxe. circuit sélectif, etc. Oui. Mais pareil, l'aventure de travailler dans un autre pays, donc au UK, de travailler sur un autre business model, puisqu'on est plutôt, par rapport aux parfums ou aux marques que j'ai listées, on est plutôt dans des boutiques en propre. Mhm. Donc c'est une autre gestion, puisqu'on maîtrise, on va dire, son espace point de vente. On était aussi autour de la sustainabilité. Donc maintenant, ça paraît une évidence, Oui, mais Body Shop, là, c'était pas si évident que ça. Voilà. Body Shop, c'était un pionnier, donc je me suis dit que j'avais quand même beaucoup de choses à apprendre. Et puis j'avais rencontré une manageuse qui était ultra inspirante, qui s'appelle Vania La Cascade, une espèce de boule d'énergie, de fierceness. Donc tout de suite, je me suis dit que ça allait être sympa.
Et donc, j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. Donc, plutôt, voilà, très belle expérience aussi, où j'ai plutôt bossé sur de la fragrance, de la homme fragrance, sachant que le business de Body Shop à l'époque était très tourné vers l'Asie. Mhm. Donc, ça m'a permis aussi de découvrir une autre zone. Et puis, voilà, à ce moment-là, quand je suis arrivé à ce stade, bon, maintenant, c'est peut-être plus facile, les évolutions, la diversité, etc. Mais je sentais qu'il y avait quand même quelques freins, ou alors peut-être qu'ils étaient dans ma tête, mais en tout cas, c'est le ressenti que j'avais eu, qu'il y avait peut-être quelques freins, des blocages par rapport à des profils peut-être moins classiques, on va dire. D'accord. Donc, entre ça et mon ancienne boss de Lady Gaga qui m'a proposé de la rejoindre de nouveau chez Coty, j'ai fait le choix de revenir au sein du groupe Coty. D'accord. Et voilà, donc depuis, je travaille là-bas depuis 5 ans sur des marques très différentes qui étaient un peu en perte de vitesse et qu'il fallait un peu, on va dire, redynamiser, Mhm. notamment sur la partie digitale. On n'était pas du tout au niveau, en tout cas quand je suis arrivé. C'est-à-dire Il n'y avait pas d'écosystème Instagram, réseaux sociaux. En D'accord. e-com, on n'était pas du tout... on n'arrivait pas encore à exprimer les parfums en e-com. Maintenant, c'est des plateformes très sophistiquées puisqu'il faut arriver à faire sentir une odeur sans la mouillette. Donc, il D'accord. faut des visuels, il faut un discours, il faut des images voilà, qui véhiculent un peu l'univers du parfum. Donc, j'ai mis en place un peu tout ça. T'as pas cité les marques, par contre. Alors, je travaillais sur 2 marques très différentes qui s'appellent Davidoff et Gilles Sander. Donc, Davidoff, c'est un peu... Je connais les cigares, David. alors, c'est pas les cigares. Davidoff, c'est un peu la masculinité dynamique, sportive, des univers très outdoor, connectés à la mer. Et Gilles Sander, c'est vraiment le minimalisme allemand... less is more, mais en même temps assez coloré puisqu'ils ont C'est une marque de prêt-à-porter aussi. C'est une marque de prêt-à-porter. Oui. Ils ont de nouveaux designers depuis 2-3 ans. Donc, c'était une marque aussi qui était un peu en transformation. Donc, j'ai commencé comme ça. Donc, pendant 2 ans et demi, donc, à digitaliser tout ça, moderniser, simplifier aussi les portefeuilles parce qu'il y avait beaucoup trop de lancements. D'accord. Il fallait faire des choix. Redonner du sens peut-être aux parfums les plus iconiques, donc Cool Water pour Davidoff d'un côté et Sun pour Gilles Sander de l'autre. Je pense que tout ça s'est bien passé, donc j'ai été promu vice-président. Donc il y a déjà peut-être 2 ans et demi, c'était entre 2 confinements, je crois. Et donc depuis, l'idée c'est d'accélérer sur ces marques. Donc j'en ai récupéré une 3e au passage qui s'appelle Yop. Donc qui ressemble un petit peu à Jean-Paul Gaultier. C'est une marque qui est dans la subversion, qui est très queer-friendly. Et donc maintenant, l'idée, c'est un peu de déployer ces marques au-delà de leur périmètre historique qui était très européen, très allemand. Donc maintenant, on travaille sur une expansion en Asie, en Amérique latine, en Espagne, puisque c'est des marchés qui sont très sensibles aux parfums entrée de gamme, on va dire, donc en dessous des 50 €. Donc voilà, c'est ce que je fais actuellement. Donc ça mélange à la fois de la com, du produit, du digital, du merchandising, et c'est s'assurer en fait que la marque arrive à s'exprimer sur ces différents touchpoints, de faire aussi de la croissance de chiffre d'affaires. Donc il faut trouver les bonnes offres, les bons formats, voilà. Et puis aussi d'animer une équipe, une joyeuse équipe de personnes avec différents parcours, différents profils. Combien de personnes tu gères ? Alors à peu près une 20aine de personnes. Waouh, quand même, hein ? Voilà. Et alors ce que j'ai essayé de faire récemment, donc j'étais assez fier de ça, c'était de ramener beaucoup de diversité. On va en parler. Voilà, puisqu'à date, les profils étaient plutôt, on va dire, classiques. C'est-à-dire, c'est quoi donc classique ? plutôt caucasiens, ont fait toute leur carrière à Paris, etc. D'accord. Et on avait cette vocation comme je te l'ai dit, d'internationaliser les brands. Donc pour moi, c'était important qu'on amène, d'avoir des profils qui avaient des points de vue, on va dire, esthétiques ou une sensibilité parfum qui ne soit pas juste la sensibilité parisienne. Oui. Donc je suis assez fier d'avoir pu recruter... des profils allemands, des profils espagnols, pour justement
diversifier un peu tout ça et ne pas toujours avoir les mêmes sons de cloche, les mêmes tournures créatives qui finalement n'ont plus raison d'être en fait. D'accord. Et justement, quand tu parles de diversité, ça va pas au-delà même du fait d'être allemand ou espagnol. Je donne une perche là. Ouais, je suis d'accord, mais je pense que déjà, en fait, pour moi, la diversité, ça devrait être quelque chose qui... En fait, pour moi, il y a plusieurs facettes dans la diversité. Oui. Diversité, c'est déjà aussi une diversité de parcours. Exactement. Donc déjà, ne pas prendre... que des gens d'école de commerce, que par des gens exemple. d'école de commerce, que des gens de la même école, que des gens qui ont fait les mêmes boîtes, les mêmes marques, etc. Donc ça, c'est un premier levier. La diversité, c'est aussi cette parité homme-femme, ne pas avoir que des filles, ce qui peut arriver très facilement dans ce secteur, ou que des garçons. Donc voilà, il y a ce levier-là. Il y a la diversité culturelle aussi, donc ça, clairement, on va en parler. Ouais. Où l'idée, c'est effectivement d'avoir des profils très différents. Après, malheureusement, il y a une réalité dans ce secteur où je dirais que les talents afro, d'origine africaine ou antillaise ou whatever. Afrodescendants, on va Afrodescendants, voilà, de la diaspora. En fait, c'est vrai que c'est particulièrement dans le parfum, c'est pas forcément des profils très courants. Je pense que les leaders afrodescendants dans cette industrie, je pense qu'on peut les compter peut-être même sur une seule main. On en connaît tous les deux déjà pas mal, puisqu'il y en a quand même quelques-uns chez L'Oréal, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est très fréquent. Donc, et comment on peut l'expliquer, ça ? Je pense qu'il y a différentes raisons. Je pense que déjà, le luxe, ça reste quand même une industrie qui est très traditionnelle. Oui. Donc, je pense que moi, j'ai vraiment vu un avant, un après Covid. Je pense que jusqu'au confinement, on était vraiment dans... Voilà, on cherche le profil type. Donc, ça... Les belles écoles, des profils peut-être plus caucasiens ou occidentaux, si on en parle. Et c'est vrai que je pense que déjà l'accès à ce type de canal, dès le départ, pour des personnes peut-être qui viennent de la diversité, donc noirs, arabes, etc., c'est peut-être moins fréquent. De par déjà l'accès aux études, peut-être l'accès à des stages, tout simplement. Moi, typiquement, la personne qui m'a proposé mon premier stage, en fait, c'était un profil peut-être caucasien, mais c'était quelqu'un qui avait vécu en Espagne, en Allemagne, en Italie. Donc, il était pas du tout dans le profil type de ce qu'on peut rencontrer dans cette industrie. Donc, je pense que déjà, l'accès à cette industrie est quand même compliqué pour des profils venus de la diversité. Donc, plus on monte, moins il y en a. Et c'est vrai que depuis, je pense, cette période du confinement, il y a eu beaucoup de choses culturellement qui se sont passées. George Floyd, les MeToo Movement, tout ce qui est... Voilà, tous ces événements qui ont un peu ouvert les yeux et qui ont, je pense, poussé les industries, dont le luxe, à peut-être... ramener un peu plus de flexibilité. Donc, c'est vrai que c'est des profils qui sont de plus en plus recherchés. Donc, on en voit un peu plus dans les profils juniors, mais dans les profils seniors... il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à faire. Et moi, ça m'amène justement au fait qu'aujourd'hui, tout ce qui est industrie cosmétique et, tout ce qui est cosmétique et tout ce qui est luxe, dans les cosmétiques, on voit que ça y est, il se passe quelque chose. Les décideurs ont compris la puissance de la culture rap, hip-hop, je ne sais pas comment l'appeler. Donc justement, il y a besoin de ce type de profil. Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent cette culture, qui la comprennent et qui peuvent expliquer en fait vraiment comment je peux dire ça ? Le fait que c'est ça qui va driver le chiffre d'affaires, qui va permettre de recruter les nouvelles générations, puisque toutes les marques sont sur les nouvelles générations aujourd'hui. Alors, je pense que cette transformation, en tout cas moi, de ce que je perçois, j'ai l'impression qu'elle est déjà plus active et opérationnelle, on va dire, dans la mode. Ouais, c'est sûr. En fait, je pense qu'il y a, depuis cette époque, comme on l'a dit, de confinement, il y a quand même une accélération à ce niveau-là. On avait Virgil Abloh sur Vuitton qui vient de se faire remplacer par Pharrell Williams. Chez Ferragamo, il y a aussi
un designer noir. Enfin, je pense qu'il y a vraiment une transformation à la fois en interne, donc dans les équipes qui gèrent les marques, et dans les dispositifs de communication. Oui. L'industrie de la beauté a peut-être pris le pli plus facilement sur le make-up et le soin, parce que déjà, ils se sont pris la claque Fenty, donc ils n'avaient pas d'autre choix, entre guillemets. C'est ça, Fenty, ça date d'un moment en plus. Fenty, elle est arrivée, Rihanna, ils n'étaient pas prêts. Avec ses combien de teintes Avec je crois qu'elle a 50 Shades, qui couvrait à la fois les profils asiatiques à la peau très claire et les profils albinos même, pour aller plus loin. Donc voilà, donc ça, je pense que vu le raz-de-marée que ça a fait, parce que c'est quand même, je crois qu'en 6 ans, elle a réussi à générer un chiffre d'affaires de 600 millions. Donc c'est à peu près la taille d'une grosse marque, en tout cas, alors pas une powerhouse comme Saint-Laurent, mais c'est à peu près la taille d'une grosse marque qui a réussi dans le secteur. Je pense que sur ces deux axes-là, particulièrement sur le make-up, il y a eu un virage. Le parfum, c'est un peu plus traditionnel quelque part, puisque est-ce qu'on peut vraiment dire qu'une odeur est noire ou autre? Donc, je pense qu'il y a peut-être eu un peu moins de pression. Et c'est vrai qu'à date, je trouve que les approches diversité se traduisent plus dans la partie communication ou dans la partie influence marketing. Oui. Alors que finalement, il y a peut-être un créneau à creuser où cette culture, cette approche diversité, voire même multiculturelle, parce que finalement, on peut essayer de parler aussi à tout le monde, pourrait se faire dès les étapes de création. C'est-à-dire il faudrait qu'il y ait des gens, effectivement, comme moi, comme toi, qui travaillent dans les marques et qui fassent des choix, en fait, qui permettent d'intégrer dès le départ un lifestyle peut-être plus urbain, même si j'aime pas du tout ce mot, parce que je trouve que ça limite beaucoup de choses, mais un lifestyle peut-être un peu plus afro, peut-être plus hip-hop, peut-être plus afrobeats. Il y a plein de choses, en fait. Moment-là. Voilà, moi, j'aime bien dire que finalement, derrière la culture noire, il y a plein de sous-cultures, Exactement. En fait. Donc, il n'y a pas qu'une seule façon d'être noir, tu vois. Et je pense que tant qu'on n'aura pas des personnes à ces niveaux de poste qui arrivent à faire bouger les lignes, on restera peut-être encore un peu timide jusqu'à ce qu'il y ait la claque Fenty peut-être du parfum. Et là, peut-être que les choses s'accéléreront un peu plus. Et cette transformation, elle arrivera aussi s'il y a des personnes, entre guillemets, comme moi, comme toi, qui arrivent à des postes à responsabilité et qui ont le pouvoir, en fait, de décision. D'accord. En partie, ou alors des profils, pas forcément de la diversité, mais qui ont une sensibilité et une ouverture d'esprit. C'est pour ça que je pense que c'est très important d'avoir des expériences internationales, parce qu'en fait, en travaillant dans d'autres pays, on se rend compte en fait que les modes de pensée, les critères esthétiques ne sont pas les mêmes. Quand je suis passé de Jean-Paul Gaultier, donc très parisien, très avec des codes très précis de la bourgeoisie, de la femme, de la séductrice. À Carolina Herrera, on est dans l'Amérique latine. L'Espagne, c'était pas du tout la même chose. On était peut-être dans une féminité un peu plus sexy, mais en même temps, il y avait une dimension beaucoup plus classique, beaucoup plus traditionnelle. La masculinité était un peu plus, on va dire, pas macho, mais un peu plus entreprenante. Donc voilà, je pense que d'avoir des expériences multiculturelles, maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable, mais qui n'est pas encore, à l'exception de quelques groupes comme L'Oréal notamment, où je trouve qu'il y a beaucoup de profils très internationaux, ce n'est pas encore le standard, je dirais, de toutes les sociétés. De tous les groupes, tout à fait. Je trouve. Tout à fait. Mais on sent une transformation, surtout, comme je l'ai dit, depuis cette période confinement, George Floyd, MeToo Movement... LGBTQIA+, revendication, and so on. Donc les choses avancent. En tout cas, tu reconnais quand même que les groupes, ils ont compris l'importance de cette culture. Je pense qu'ils ont compris. Je pense qu'ils ont compris, mais que le how to make it happen est encore un peu... On ne sait pas encore vraiment comment faire. Voilà. Du coup, ça m'emmène à la question de finalement... luxe / beauté ou pas d'ailleurs, et comme on a dit, on n'aime pas ce mot, mais on ne sait pas trop comment dire, culture urbaine, love or hate? Je pense qu'il y a du love, parce que déjà on sait que la population afro est une
population qui est fortement consommatrice de produits de luxe. J'avais vu une étude il n'y a pas très longtemps aux États-Unis où on disait qu'en 2025, 25 à 30% des achats de luxe aux États-Unis seront faits par des personnes non caucasiennes. Donc ça peut vouloir dire des Blacks, des Latinos, des Métis, des personnes qui peuvent être de différentes cultures. Donc déjà, il y a une traction évidente que Rihanna aussi a pu montrer en beauté qui accentue le fait qu'il y a du love peut-être entre la beauté, le luxe et ce type de population. Après, je ne dirais pas hate, mais je pourrais dire peut-être... j'essaie de trouver le bon mot. Moi, de mon point de vue, aujourd'hui, par rapport à l'agence, par rapport à ce que fait Roxane, quand tu parles de ces choses-là, de ces thématiques-là avec les marques, tu sens qu'elles sont intéressées. Elles ont compris, elles savent que pour aller chercher les nouvelles générations, etc., il faut qu'elles mettent de la diversité, il faut qu'elles adoptent les bons codes, mais on sent encore qu'elles ont peur et qu'elles ne sont pas à l'aise. Oui, c'est pour ça que je ne dirais pas hate, mais ce n'est pas non plus love encore dans la partie opérationnelle. Parce que je pense qu'on a souvent tendance à tomber dans des clichés. Donc, typiquement, moi par exemple, je sais que sur certains projets où j'ai pu travailler, j'avais essayé de proposer des beats hip-hop parce que je trouvais que ça fonctionnait bien avec l'histoire, et même les agences en fait avec qui vous bossez vont vous dire non mais c'est un peu vulgaire, ça twerk et tout, c'est sympa mais en fait les gens ils twerk today, donc à un moment choisis de toutes les origines et de toutes les tranches sociales. Mais après faut sortir, il faut aller dans certains endroits pour le voir, donc si on reste dans son microcosme, faut sortir, il faut peut-être choisir aussi le bon passage dans le morceau, puisque le morceau c'est 2 à 3 minutes, un TV spot c'est 30 secondes, donc il faut être aussi malin dans ses choix. Et puis les remixes, ça se travaille aussi si besoin, donc ça donne des pistes. Et puis aussi, quand vous faites des shoots, on en a parlé ce matin, parce que ça m'a vraiment beaucoup fait rire, mais j'ai un shoot qui est en cours et on a un mannequin noir, et en fait, donc l'agence me dit « Oui, elle est trop cute avec son afro ». Et donc, moi, je leur explique gentiment que c'est cool l'afro, mais il y a d'autres façons, en fait, de représenter la beauté noire. De représenter la beauté noire, en fait. C'est pas juste, elle est en afro, elle est trop cute, et by the way, elle va arriver, son afro sera canon. En fait, un afro, ça se prépare. Donc, on sent, même dans les parties les plus opérationnelles, qu'il y a encore des blocages. Moi, cette agence, j'ai adoré, mais ils m'ont proposé un devis de 5 000 € pour lui travailler les cheveux, et je me suis dit, bon... là, on sent vraiment une méconnaissance. Je sais même pas si ça a été... du cheveu, des tarifs, de tout. En fait, je sais même pas si ça a été fait à mal quelque part, mais on sent une méconnaissance. Et je pense que ça montre qu'il y a encore des choses à faire, à la fois dans la stratégie, dans les déploiements, dans l'intégration de cette culture dans les dispositifs de communication, dans les dispositifs créatifs. Après, je pense qu'il y a des marques qui ont des univers où les connexions sont peut-être plus évidentes que d'autres. Typiquement, Vuitton, ils ont pris ce pli, et je pense que maintenant, ça va être aussi de leur fonds de commerce, notamment sur l'homme. Paco Rabanne, en parfum, a aussi beaucoup préempté cet univers un peu hip-hop, cette culture très urbaine. Donc il y a des marques aussi qui ont peut-être des ADN où la connexion sera plus facile que d'autres. Oui, tout à fait. On peut en parler, nous qui sommes des anciens de chez L'Oréal. Là, récemment, il y a Yana Nakamura qui a été... signé chez Lancôme en tant qu'égérie internationale en plus. On a vu un peu du love et du hate justement, mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Écoute, moi je trouve ça plutôt bien dans le sens où en fait Lancôme c'est une marque globale, et je pense qu'il faut aussi des signaux globaux pour que les choses changent en fait. Si tu as un leader qui prend le pli d'une transformation, quelle qu'elle soit, diversité, digitalisation, innovation olfactive, innovation formule. Si tu as un leader qui prend le pli, en fait, quelque part, l'industrie est obligée va suivre. Voilà, l'industrie est obligée de faire du ricochet. C'est un choc là qui a été envoyé en termes de profil. Tout à fait. Même si il était temps, mais bon. Donc moi, j'ai plutôt un good mood, parce que je trouve que ça envoie un message fort, ne serait-ce que déjà en France, parce que c'est une artiste
malgré peut-être les différentes opinions qu'on peut avoir d'elle, Ouais. qui c'est l'artiste Française la plus écoutée dans le monde. plus écoutée dans le monde. Donc, je Mhm. trouve que c'est un signal fort. Et je pense que des jeunes, peut-être de 15, 20 ans, 25 ans, qui voient ça, en fait, ça crée une connexion avec Lancôme qui n'existait peut-être pas. Exactement. Donc, globalement, je trouve que c'est plutôt un bon message et je pense que ça poussera cette industrie à C'est ce qu'on aller attend. encore plus vite. C'est ce qu'on attend. Ok. Autre question, du coup, donc on a parlé de pas mal de choses. On a parlé du coup du lancement de Lady Gaga dont tu t'es occupé. On a parlé de musique de pub aussi. Quel rôle la musique détient dans la construction d'un mix marketing finalement? Alors, je pense que la musique pour moi, il y a vraiment 3 fonctions. Donc, déjà, la première fonction, c'est de compléter l'univers d'une marque. Donc, on doit pouvoir trouver, en tout cas, un univers musical ou un morceau qui correspond à son concept ou au style de la marque. Je prends un exemple, quand on était sur Saint-Laurent, quand je travaillais sur Saint-Laurent, on s'inspirait de la mode qui avait un univers très rock'n'roll. Du coup, c'était assez évident de partir sur des morceaux peut-être plus rock'n'roll, plus électro, voilà, parce que ça correspond à une marque. Donc, je pense que le morceau doit aussi représenter sa marque. Sur Gilles Sander, on est sur des univers plus minimalistes, donc on fait des choix où les morceaux sont plutôt autour d'instrumentaux, de voix plutôt douces. Voilà, donc je pense que correspondre à son ADN de marque, c'est la première fonction. Oui. La deuxième fonction, c'est quelque part une certaine efficacité publicitaire, parce qu'en fait, les images, c'est important, mais la musique, c'est aussi un moyen de connecter ou d'accrocher les regards, surtout sur les circuits, on va dire, plus traditionnels, type télé, même si c'est de moins en moins le canal de prédilection, mais ça reste un canal important, en tout cas. Un canal important. Et le troisième point, je pense que la musique, c'est aussi des opportunités. Alors après, ça dépend des marques, des budgets, etc. De connecter le produit au consommateur de façon différente, soit en faisant des partenariats qui vont plus loin que juste je prends ton morceau pour représenter ma pub. Ça peut être des opportunités de push en digital, des partenariats sur des événements presse. Je pense que c'est aussi des choses qui peuvent être étudiées. C'est pas encore trop développé, D'accord. je pense, dans nos secteurs, mais je pense que c'est des choses qui gagneraient à être exploitées, d'autant plus que maintenant les artistes, j'ai l'impression que ça ne se résume plus à juste sortir un album et faire une tournée. Maintenant, il y a vraiment autour des artistes un travail de marque et de branding. Tout à fait. Qui fait que finalement, ils ont eux aussi ce besoin ou cette envie d'aller un peu plus loin que juste je sors un single. Tout à fait. Donc je pense qu'il y a des opportunités encore à creuser à ce niveau-là. Et c'est peut-être aussi pour ça que ton agence existe. Ah oui. Exactement. Voilà. Ok. Écoute, la dernière question, ça va être finalement, comme tu as dit, il y a encore peu de profils comme le tien dans cette industrie-là, enfin, dans les cosmétiques, dans le parfum. Quels sont les conseils que tu donnerais à des jeunes qui veulent y entrer? Alors, je dirais déjà de croire en soi. Je pense que la première démarche, quel que soit le secteur, les envies, c'est déjà de croire en soi. Donc, c'est sûr que c'est plus facile quand on a des parents qui sont derrière vous et qui vous donnent l'impression que tout est possible. Donc, déjà, croire en soi. Je dirais ensuite get your shit together, c'est-à-dire que c'est important de faire des études. Alors, peut-être que moi, j'en ai trop fait, mais c'est important d'en faire. C'est quand même un passeport contre le chômage et la galère. Le chômage et la galère, et puis aussi savoir de quoi tu parles, en fait, comprendre les basics du marketing, du digital. Donc, je pense que faire des études, c'est bien. Et ensuite, je pense qu'il faut avoir une espèce de... En tout cas, pour entrer dans cette industrie, je pense qu'il faut avoir dans le cas de profils venus de la diversité, j'aime à dire qu'il faut avoir peut-être une double culture. C'est-à-dire, bien sûr, on a notre culture noire, nos références, nos codes esthétiques. Voilà. Et il faut aussi avoir cette culture peut-être un peu plus standard, occidentale. Savoir l'intégrer, l'adopter, composer avec. Et ça, je pense que c'est important.
puisqu'on va surtout travailler pour des marques qui vont plutôt surfer sur cette tendance. Donc il faut avoir cette double culture pour pouvoir la maîtriser, proposer des choses différentes, marier différentes, différents univers créatifs. Et puis le dernier point, ce serait d'être la résilience. Je pense que c'est des industries très compétitives, très sélectives. Oui. Donc il faut être patient et voilà, s'armer alors je ne dirais pas de courage, mais de ténacité. En tout cas, quand on est sur un poste, même si les choses sont compliquées ou semblent impossibles, etc., etc. Je pense que c'est un secteur qui demande beaucoup de résilience. Est-ce que c'est pas important aussi d'avoir des espèces de side projects comme ça pour se faire remarquer, pour montrer sa légitimité, pour montrer justement qu'on connaît différentes cultures et que ça peut vraiment ramener un plus au groupe ou à la marque dans laquelle on va bosser? Je pense que ça peut être des opportunités, d'autant plus que maintenant, j'ai quand même cette impression que la société va sur ces idées d'entrepreneur. Voilà. On a vraiment cette tendance à l'entrepreneuriat où finalement... Pour montrer qu'on a ce mindset en tout cas, même si on ne l'est pas Ouais. forcément, mais voilà. Je pense qu'historiquement, en tout cas, peut-être pour la génération de nos parents, il y avait vraiment cette idée qu'on construisait une carrière dans un groupe, on restait dans ce groupe. Maintenant, il y a quelque chose de plus autour de l'entrepreneuriat, de l'aventure. Donc, je pense qu'effectivement, avoir des side projects à la fois artistiques ou caritatifs ou autres, ça peut permettre aussi déjà de s'affirmer, de découvrir ce qui vous passionne, vous motive, et aussi votre capacité à jongler avec des univers créatifs ou conceptuels ou même des industries très différentes. Ok. Alors, on va finir avec des questions. Ok. On finit toujours avec des petites questions un peu marrantes. Ok. Au podcast. Bon, je pense que tu l'as dit, tu es quand même passionné de musique. Pour toi, quel est le meilleur album de tous les temps? C'est une question qui est toujours difficile, hein, mais j'aime bien la poser. C'est chaud. On est obligé d'en choisir un seul. Ouais, Oh c'est my ça God. qui fait la difficulté de la question. Alors, je pense que ce serait Share My World de Mary J. Blige. Oh, Parce wow. que... T'es vraiment un grand fan. Ouais, parce que pour moi, alors My Life, c'était la grande claque, mais Share My World, c'était la consécration. Ça m'a beaucoup apporté. Et donc, ce serait ça. Ok. Pourquoi ça t'a beaucoup apporté? Parce qu'en fait, je trouvais qu'il y avait... Je pense que c'était un album où elle a osé être un peu plus qu'elle était. Je pense que sur My Life, elle était encore très façonnée quelque part par Puff Daddy. Et je trouvais que déjà sur cet album, il y avait différents styles. En fait, elle était un peu dans son hip-hop soul, mais elle a creusé un peu plus les slows, le côté un peu plus gospel. Je trouvais que la qualité aussi sonore était au rendez-vous. Et voilà, c'est un album que j'écoute très souvent. Donc je dirais que c'est ça. D'accord. Est-ce que tu vas souvent dans des concerts? Alors j'essaie pas mal. Parce que je trouve ça aussi très stimulant créativement. Donc, Ouais. j'essaie. Alors, ton dernier concert, c'est lequel? Alors, c'était ce week-end. J'ai été voir Jean-Claude Neimro du groupe Cassav. D'accord. Ah, ok. Donc, c'était Back to the Roots. Oui. Assez touchant parce qu'il y avait beaucoup de guests. Donc, ils m'ont rappelé un peu les Antilles. Il y avait Ralph Tamar, Jocelyne Béroir. Donc, c'était vraiment top. Et puis, on était avec deux amis très proches. Donc, c'était génial. Ok, c'est intéressant. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Alors, t'es pas obligé de partager tous tes trucs perso, mais bon. LinkedIn, peut-être? Sur LinkedIn, c'est Thierry Massé. Ok. Sur Instagram, c'est Mr. Fierce, mais je fais une petite pause en ce moment. D'accord. Donc, je suis pas très actif. Pas trop le temps de gérer l'Insta et le job et les 20 personnes de l'équipe. C'est ça. Non, mais c'est aussi Team Detox en ce moment. Donc, je me dis, c'est pas mal de faire un petit break. D'accord. Mais voilà, c'est plutôt donc Thierry Massé sur LinkedIn. Ok. Eh bien, écoute Thierry, c'était hyper intéressant, vraiment. Merci d'être venu. Ok, super. Et puis, je te souhaite encore plein de beaux lancements
plein de beaux projets sur Thémar, qui est encore une longue carrière internationale. Écoute, ouais, c'est tout ce qu'on se souhaite. N'est-ce pas? Et je dis à très bientôt. Ok, merci. Ciao, ciao. Ciao. Culture Switch. C'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner une petite étoile, plusieurs d'ailleurs, ou un avis sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté, à le partager pour m'aider à avoir plus de visibilité. Merci, à très vite pour le prochain épisode.